Bien, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Préfet, Mesdames les sénatrices, députés, parlementaires, messieurs qui avaient siégé quelquefois près de moi, à côté de moi, face à moi, et je suis heureux de vous retrouver, ainsi que ici les élus et ceux qui ont mérité cette distinction dans l'Ordre national du mérite. C'est votre 60e anniversaire. Je vous envie, ces jeunes 60 ans, pour avoir justement la récompense de tout ce que vous avez fait et l'action que vous devez engager. Je salue le maire de Clermont-Ferrand qui nous accueille ici, et il prépare tous les événements dans la perspective de la capitale européenne de la culture. Donc il avait voulu depuis longtemps saisir cette occasion, faire venir anciens présidents, il n'y en avait pas beaucoup, anciens premiers ministres, il y en avait trop, et donc il fallait qu'il fasse des choix, et ici vous avez pu faire un très beau rassemblement républicain, et je félicite le président Coutier, et puis bien sûr le président national de l'Ordre national du mérite, parce que de ces amis qui se sont constitués pour continuer à agir. Je suis heureux d'avoir aussi une pensée pour le général de Gaulle qui a créé cet ordre. Et ça ne devait pas être si facile, parce que supprimer ce qui existe, c'est vaincre des communautés qui se sont constituées, je n'ose pas dire des corporations, et il y en a sans doute qui ont beaucoup résisté, mais quand il avait l'appui et de Georges Pompidou et de Valéry Giscard d'Estaing, j'allais dire surtout de Valéry Giscard d'Estaing, car c'est lui qui pouvait biffer un certain nombre de distinctions qui existaient jusque-là, et Louis Giscard d'Estaing l'a rappelé. Jean-Pierre Raffarin, c'est vrai, nous n'avons pas eu beaucoup l'occasion de partager la même tribune, mais nous avons eu, dans des circonstances qui étaient difficiles, Jean-Pierre Raffarin était Premier ministre et j'étais chef d'un grand parti, et nous étions dans une période où des otages étaient détenus et où le gouvernement cherchait toutes les solutions pour les faire libérer des otages. Nous en parlons aujourd'hui alors même que des Français sont retenus à Gaza dans des conditions sans doute très difficiles, sûrement menacés pour leur propre vie, et que des familles sont forcément dans l'angoisse. C'était déjà le cas. Et que dans ces instants-là, au-delà de nos sensibilités politiques, qui sont toutes respectables lorsqu'elles sont dans l'arc républicain, eh bien, nous devons faire un travail commun, celui de comprendre ce que les gouvernants ont à faire, et celui aussi d'associer les Français à ces responsabilités, choisir des solutions qui ne sont jamais aisé et prendre des risques, sans doute ce qu'aura à faire le président de la République avec son gouvernement pour savoir comment libérer nos compatriotes et puis aussi comment mettre un terme à ce qui est un engrenage que nous connaissons bien, une escalade, ce que voulait d'ailleurs précisément le Hamas en tant qu'organisation terroriste, c'est-à-dire frapper Israël et en sachant qu'il y aurait une réponse qui serait sur Gaza pour entretenir encore le courant des martyrs et ainsi continuer un conflit sans qu'il ne puisse jamais s'arrêter. Notre pays est encore marqué par des attaques terroristes. Celle d'hier fait partie de celles qui nous frappent directement, puisqu'il s'agit, après Samuel Paty, d'un enseignant dans un établissement scolaire, assassiné sans doute par un ancien élève du même établissement, avec toutes les mêmes interrogations. Est-ce qu'il était possible d'empêcher, de prévenir? Toutes questions qui méritent d'être posées. Mais l'enjeu, c'est de savoir comment nous réagissons collectivement par rapport à une attaque terroriste. Pour avoir traversé, comme président de la République, ces épreuves, je sais qu'il y a des moments où la société peut se diviser, se fragmenter, que l'esprit de revanche, de haine peut se diffuser. Donc là aussi, et votre association peut y contribuer, nous devons faire ce travail d'explication, de vérité, pour que nous puissions tous être à la hauteur, c'est-à-dire fermes, c'est-à-dire aussi
vigilants, et nous devons l'être partout. Et j'imagine aussi qu'ici, à Clermont-Ferrand, Vigipirate et les autres forces seront mobilisées, Monsieur le Préfet, pour que les établissements, les lieux de culte puissent être protégés. Et là aussi, les militaires le savent bien, combien ça représente de mobilisation. L'opération Vigipirate, c'était comme une opération extérieure. Nous l'avions voulu ainsi pour, dans la période des attaques terroristes, être capables de rassurer. Et puis enfin, il faut que nous soyons capables d'être solidaires et donc d'être ensemble. Les valeurs de la République, vous les défendez, et ce sont celles-là qui sont attaquées, toujours, insidieusement parfois, souterrainement souvent, et frontalement lorsqu'il se produit une attaque terroriste ou qu'il y a une méconnaissance délibérée de la cause même de ce qui se produit ici, ou qu'on n'arrive pas à nommer ce qui, hélas, est le produit d'une organisation terroriste. Donc nous avons à faire cet effort-là, les uns et les autres, pour que nous puissions faire que les valeurs de la République nous rassemblent. Et s'il y a un message que vous portez, vous, par la distinction qui vous a été remise, par l'action que vous avez menée, par la responsabilité que vous avez exercée, c'est bien de transmettre les valeurs de la République. Alors il m'a été demandé d'évoquer un certain nombre de cérémonies, car comme l'a rappelé Jean-Pierre Raffarin, et Louis Giscard d'Estaing devait aussi avoir cette mémoire, il y a de grandes cérémonies qu'organise le chef de l'État pour remettre des distinctions. Parfois ce sont dans des moments de drame et de douleur, de catastrophe, et j'ai été très touché par le témoignage de M. Berton. Parce que lui était sur son lit de souffrance, il regardait où on lui transmettait les messages, et moi j'étais dans la cour des Invalides et je remettais des distinctions, la Légion d'honneur, devant des cercueils de militaires qui avaient été fauchés dans des conditions que l'on sait, c'est-à-dire un accident dans le cadre d'une manœuvre de l'OTAN à Albacete. Et ces instants-là, avec les familles présentes, sont des instants de très grande souffrance et de douleur. Et où la décoration, Ordre national du mérite, Légion d'honneur, n'apaise pas le malheur, ne l'évacue pas, mais donne un sens au sacrifice. Pour avoir là aussi connu des situations où nos compatriotes ont pu payer de leur vie, j'ai toujours été frappé par la dignité des familles, par le fait qu'aucune ne venait demander des explications sûrement, mais des comptes à l'État pour les missions qui avaient été décidées. Tout à l'heure, c'est vous qui avez parlé de l'Afghanistan. C'était un des premiers déplacements que j'ai pu faire comme président de la République. Et il y avait eu déjà des morts, y compris lorsque j'avais pris mes fonctions. Et là aussi, pour une opération qui se terminait, des familles pouvaient dire, mais quel est le sens de ce qui a été finalement donné une vie, plusieurs vies, pour un combat légitime, mais dont on ne voyait pas la fin, et on la connaît la fin. Et pourtant, à chaque fois, ces familles disaient, s'il est parti, c'est parce qu'il avait décidé de le faire, parce que c'était sa vocation, parce que c'était sa mission, parce que c'était sa volonté. Et c'était ça qui donnait du sens, d'être capable de nous dépasser les uns les autres et de savoir pourquoi on se dévoue, on se bat quelquefois, et on peut donner sa vie même. Je me souviens aussi d'autres cérémonies, lorsqu'il y a eu les attentats, Charlie Hebdo, l'hypercacher, et que là aussi, il m'était demandé de faire une cérémonie pour les familles, parce que les familles demandaient, voulaient avoir une parole, voulaient qu'il y ait aussi une célébration nationale, que les uns et les autres comprennent bien ce qui était en cause. En l'occurrence, pour Charlie Hebdo, la liberté d'expression, pour l'hypercacher,
et nous allons en parler encore davantage aujourd'hui par rapport à l'antisémitisme qui frappait. Et c'est ces moments-là où on se retrouve tous ensemble qui font que ces familles, bien sûr effrayées par ce qui s'est produit, terrassées par la douleur, continuent d'avancer. Et lorsqu'il s'est produit le Bataclan, les terrasses, avec plus d'une centaine de morts, que remettre comme distinction à ces personnes qui étaient là, dans une salle, sur une terrasse, à côté d'un stade, qui n'avaient pas voulu faire un acte d'héroïsme? Ces personnes, elles étaient là. Elles ont été frappées. Alors je me suis interrogé, et j'ai interrogé les ordres, Légion d'honneur, le grand chancelier, qui est aussi le grand chancelier pour l'Ordre national du mérite. Je leur ai dit, est-ce qu'il faut attribuer à toutes les victimes une distinction? Et la réponse, elle était délicate, a été de considérer que non. Mais si c'était non, il fallait bien qu'il y ait un signe, une trace, une preuve que nous participions à cette reconnaissance d'un sacrifice qui n'était pas un sacrifice pour la République. Ces personnes n'avaient pas voulu donner leur sang, mais leur sang avait coulé. Alors, il y a eu, à mon initiative, une médaille qui est remise, et j'espère qu'elle ne le sera plus, mais nous savons que nous ne sommes pas à l'abri des médailles des victimes du terrorisme. C'est vous dire combien ces distinctions, les vôtres, participent de l'esprit collectif. Combien nous avons besoin dans une société, non pas qu'on sélectionne les meilleurs, il ne s'agit pas de cela. Pour ça, il y a des concours, des examens, et encore, on n'est pas sûr que ce soit les meilleurs qui y soient trouvés. Enfin, on a des contre-exemples, en tout cas. Mais c'est pour pouvoir reconnaître celles et ceux qui ont, par leur travail, par leur talent, par leur situation, par leur initiative, par leur acte de générosité, de solidarité, d'engagement, eh bien, servi la République. Alors on vous dira, c'est plus simple pour les militaires ou pour les fonctionnaires parce que, d'une certaine façon, c'est leur métier. Mais ils sont d'ailleurs honorés et distingués. Mais les autres, il fallait donc, et c'était là l'esprit du général de Gaulle, il fallait bien qu'il y ait aussi cette reconnaissance de ce qui avait été donné, de ce qui a été voulu. Et ce qu'il y a le plus beau, c'est que, sauf quelques exceptions, et vous les connaissez mieux que moi, personne ne cherche particulièrement quand il fait une action d'être décoré. Je dis qu'il y a quand même quelques exceptions, quand on voit les demandes que l'on peut recevoir. Mais pour le plus grand nombre, c'est pas pour la recherche d'une distinction, c'est pour tout simplement être utile et faire valoir ce que l'on sait faire, et que ce soit pour être meilleur ouvrier de France, sapeur-pompier, militaire, fonctionnaire, entrepreneur et militant associatif, syndical ou autre. Donner le meilleur de soi-même pour la collectivité, pour la République. Et c'est pour ça que les distinctions dont, quand on est jeune, on se moque. Hein, pourquoi ils sont harnachés comme un maréchal soviétique? Il n'y a plus de maréchaux soviétiques, ça tombe bien. Mais enfin, ils ont été remplacés par d'autres qui ne sont pas mieux. Et il n'y a plus autant de distinctions. Mais on ne sait pas pourquoi. Et puis après, on comprend. On comprend qu'il y a eu un sens dans une vie. Et c'est juste quand on remet une distinction, le moment le plus crucial, c'est pas quand on évoque pour le récipiendaire le déroulement de sa vie professionnelle ou de sa vie politique ou de sa vie sociale. C'est le moment où on parle de ses parents. C'est là que le plus endurci ou la plus ferme, la plus solide, craque brutalement, parce que c'est le souvenir de l'éducation que l'on a reçue, et puis surtout, quand les parents ne sont plus là, de la fierté qu'ils pourraient avoir s'ils participaient à ces séances de distinction. Alors, quand
on est président de la République, on a quand même quelques privilèges par rapport au Premier ministre, heureusement. Puisque ce sont quand même, jusqu'à nouvel ordre, les présidents qui nomment les premiers ministres. Parce que, comme le disait avec humour le Premier ministre Raffarin, c'est que quand on remet une distinction, il n'y a que 2 discours. Et quand un président remet une distinction, il n'y en a qu'un, le sien. C'est un privilège. Alors, tous les présidents de la République ont voulu remettre des distinctions collectives. Donc, il y avait régulièrement, tous les 2 ou 3 mois, 6 ou 7 récipiendaires qui venaient à l'Élysée pour se faire remettre la Légion d'honneur, l'Ordre national du mérite, à des grades différents. Et donc, ces 6-là, quelquefois certains étaient plus âgés que d'autres, je dois bien le reconnaître, ce qui exigeait de la part du président de la République de ne pas faire de discours trop longs, parce qu'il n'était pas sûr qu'ayant commencé avec le premier, le dernier serait encore suffisamment valide pour rester debout. Donc il fallait faire attention. Ce qui était saisissant, c'est que ces 6 personnes-là ne se connaissaient pas, le plus souvent. Il pouvait y avoir un grand élu de la République, il pouvait y avoir un chef d'entreprise, il pouvait y avoir un militaire, il pouvait y avoir un syndicaliste, un chercheur. Et en quelques minutes, parce que chaque discours pour le président de la République dure 4 à 5 minutes, ça fait déjà beaucoup, puisque 6 ou 7, vous voyez. Je ne vais pas être trop long, rassurez-vous. Mais il se découvrait. Et il voyait que d'autres avaient eu des parcours aussi de vie exceptionnels. Et donc, savoir, non pas ce qu'on a fait, ça généralement, on le sait, mais savoir ce que d'autres ont pu accomplir. Et ils étaient tellement fiers après, non pas tant d'avoir la distinction, ils savaient qu'ils l'avaient déjà eue, mais d'être avec les autres, de découvrir qu'ils étaient, si je puis dire, de la même promotion qu'un grand chercheur, qu'un créateur artistique, qu'une vedette de cinéma. Finalement, même celui qui se sentait plein d'ambition retrouvait une forme de modestie. Voilà pourquoi je crois à ces séances, à ces cérémonies, à ces moments où la République distingue celles et ceux qui ont servi. Je termine pour vous dire que la transmission, c'est ce que nous avons comme mission commune les uns et les autres. C'est-à-dire pouvoir aller, et vous le faites, j'en suis convaincu, dans les établissements scolaires, surtout en ce moment, pour non pas parler de valeurs abstraites, de laïcité, même si c'est très important de le faire, ou de la République, qui n'est pas forcément accessible toujours, mais de ce que vous avez fait, de ce que vous avez accompli, de ce que vous avez porté, de ce qui vous a animé. Et pour ces jeunes, chaque fois la rencontre, elle est décisive. Et si dans cette période où, c'est vrai, les références manquent, les fausses informations circulent, le sentiment que le respect n'existe pas, mais si il existe, chaque fois, j'en ai eu témoignage, hélas, ces personnes ne sont plus là, les résistantes ou les résistants venaient dans les établissements scolaires expliquer ce qu'avait été leur lutte, leur combat, leur courage. Mais même le plus indifférent, même le plus moqueur au fond de la classe, il se tait, il prend conscience que finalement son destin, il va le construire, mais que d'autres ont préparé le pays dans lequel nous sommes. Voilà pourquoi je pense que le plus grand des mérites n'est pas ce qu'on a fait, mais ce qui nous reste les uns et les autres à faire. Merci.